Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans un décor un petit peu transformé. Il a fallu réorganiser à l'intérieur, comme pour beaucoup de monde j'imagine. Et on se retrouve par contre pour le même contenu, puisque nous allons parler aujourd'hui guerre froide. Donc cours de troisième, notre deuxième cours. Et cette fois-ci, cette guerre froide, on va en étudier les différentes phases. La fois dernière, rappelez-vous, nous avons étudié comment elle s'organise, cette guerre froide. Et on a vu qu'elle s'organisait entre deux pôles, le pôle USA et le pôle URSS, le pôle du bloc de l'Ouest et le pôle du bloc de l'Est. Et nous avons étudié le fait qu'un rideau de fer tombe sur l'Europe. Ce rideau de fer, non inventé par Winston Churchill, Premier ministre anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ce rideau de fer qui sépare donc les démocraties occidentales du monde communiste et dictatorial soviétique de l'Est. On a vu aussi le concept même de la guerre froide et de la dissuasion nucléaire, et on a étudié la première des crises de la guerre froide, la crise de Berlin, avec le blocus de Berlin-Ouest par Joseph Staline en 1948-1949, puis ensuite avec la séparation de l'Allemagne en deux États, et d'ailleurs la mise en place du mur de Berlin. Comme quoi, et on le verra justement aujourd'hui et lors du troisième et dernier cours sur la guerre froide, l'Allemagne et Berlin restent vraiment fondamentaux dans la guerre froide à tout moment, au début, pendant sa mise en place et aussi pour la terminer. Alors justement maintenant, cette guerre froide, en quoi elle va consister pendant la période qui va être impliquée, c'est-à-dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'année 1991. Elle va consister en une alternance de moments. Il y a deux types de moments qui vont alterner dans la guerre froide, des moments de conflit et des moments où les choses vont se calmer. On appelle ces périodes les phases de détente. Vous allez voir que tous les conflits vont donner lieu à des phases de détente. Si on regarde sur la frise de gauche, vous avez évidemment tous les documents dans le Google Drive. Regardez en dessous au niveau de... avec l'autre main, voilà, ici, regardez en dessous au niveau de la description de la vidéo, vous retrouverez le Google Drive 3e sur lequel vous pourrez récupérer tous les documents qui sont ici. Donc, si on regarde bien, chaque phase de conflit donne lieu ensuite à une phase de détente. Parfois même, ils ont lieu en même temps. Alors pourquoi chaque conflit donne lieu ensuite à une phase de détente ? Parce que les deux grandes puissances n'ont pas le choix. Si le conflit va jusqu'au bout, rappelez-vous, c'est la guerre nucléaire. Donc à partir de là, à chaque moment, chaque poussée vraiment de tension va succéder un moment où une des deux puissances va dire « Ouf, stop, arrêtons les frais, revenons à une phase de détente ». Donc ces trois phases de détente qu'on va étudier avec la perestroïka, la détente et la coexistence pacifique dans l'ordre chronologique inverse, vont systématiquement succéder aux phases de conflit qui vont être celles de la guerre de Corée, celle de l'affaire des missiles de Cuba, celle de la guerre du Vietnam et de l'invasion de l'Afghanistan. Donc voilà notre programme du jour, essayer de comprendre l'alternance dans cette guerre froide entre des moments de conflit armés, toujours entre deux grandes puissances, mais par petits pays interposés. C'est le principe même de la guerre froide pour la dissuasion nucléaire et éviter l'apocalypse atomique. Et ces phases de détente qui vont venir à chaque fois calmer le jeu entre les deux grands pays belligérants. Donc la première phase de conflit, comme on l'a vu, c'est la crise de Berlin. Et elle va, très vite va lui succéder en 1950-53 une nouvelle période difficile, la guerre de Corée. En fait, dans cette guerre de Corée, la Corée du Nord et la Corée du Sud vont justement rentrer en conflit. Alors regardons exactement en quoi cela consiste. Évidemment, comme d'habitude, tout ceci est dans les fiches que vous avez dans le Google Drive. Donc, voilà la Corée. Hop, donc à droite, vous pouvez voir en quoi consiste la Corée en 1950, avec une offensive nord-coréenne. Alors regardez bien, il y a un indice. À votre avis, les Nord-Coréens, ils sont avec qui ? Eh bien, vous pouvez voir qu'ils sont à côté de deux puissances communistes, puisque vous avez l'URSS au nord, mais également la Chine. À partir de 1949, la Chine devient elle aussi communiste, avec Mao Tse-tung, qui met en place, avec son petit livre rouge, la couleur du communisme, également un régime communiste chinois. Actuellement, la Chine, d'ailleurs, est un des derniers grands pays à se déclarer officiellement encore communiste, même si elle est tout à fait
capitaliste par certains côtés de son économie. Donc, mais par contre, elle est toujours dictatoriale. Donc si on fait le compte, actuellement, vous pouvez voir, actuellement en 1950, évidemment, qu'il y a une offensive des Coréens du Nord vers les Coréens du Sud, symbolisée par la flèche jaune. En fait, cette offensive, elle a toujours des conséquences aujourd'hui, puisque la Corée du Nord, vous le savez, est encore une des plus grandes dictatures mondiales et un des pays les plus fermés. En fait, autour de la Corée du Nord, aidée évidemment par l'URSS, les communistes vont tenter de récupérer l'ensemble du pays. Mais, très rapidement, les Américains vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas laisser les choses se faire ainsi, puisque vous avez un pays qui est cette fois-ci allié des États-Unis, qui est au sud, le Japon. Pourquoi les États-Unis ? Parce qu'il y a même des bases américaines au Japon, après les 2 bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki qui ont été mises en place et la capitulation japonaise par rapport aux Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les Américains vont aider les Coréens du Sud, les Soviétiques vont aider les Coréens du Nord, et vous allez avoir un statu quo qui est trouvé, notamment en 1953, c'est qu'on va utiliser le 38e parallèle. Cette ligne imaginaire, rappelez-vous les méridiens et les parallèles, pour établir la frontière. C'est toujours la frontière actuelle. Elle est grosso modo autour du 38e parallèle et vous avez toujours une division de la Corée en deux, une Corée du Nord dictatoriale et communiste autour de la ville de Pyongyang, sa capitale, et la Corée du Sud autour de la ville de Séoul, sa capitale. Donc la Corée se sépare en deux. C'est le premier des grands conflits de notre fameuse guerre froide. Donc cette séparation en deux, entre Corée du Nord et Corée du Sud, va amener à une situation délétère entre les deux pays qui vont cordialement se détester. La Corée du Nord, la Corée du Sud, mais aussi l'URSS d'un côté et les Soviétiques de l'autre. Pardon. Donc à partir de là, premier de nos conflits de la guerre froide, les troupes américaines vont être envoyées pour aider la Corée du Sud à résister à l'invasion par la Corée du Nord. Sauf que les choses pourraient aller très loin et être très mauvaises pour tout le monde si jamais on en arrivait à un conflit ouvert entre les deux pays. Alors, c'est le successeur de Staline, rappelez-vous, plus de Staline en 1954, il va lui trouver un successeur, il y a une élection qui se passe, évidemment, on sait un petit peu comment s'organisent les élections, vous en doutez, en URSS. Le Politburo, c'est-à-dire les chefs du communisme, désigne Nikita Khrouchtchev, attention, Nikita est un prénom masculin, pour devenir le successeur de Joseph Staline. Et Khrouchtchev, qui est loin d'être un ange, se rend tout de même compte de quelque chose d'important. Vous retrouverez le texte et les questions qui vont avec du côté droit de la feuille qui est dans le Google Drive. Il va inventer un concept, celui de la coexistence pacifique. Alors regardez bien le texte 1, que je vous laisse pour l'instant aussi sur l'écran. Regardez bien nos 3 questions que l'on se pose et revenez juste après avoir fait pause pour voir les réponses. Alors voilà, on va considérer que vous avez lu le texte, que vous avez regardé les questions à partir de Google Drive et de ce qu'il y a sur l'écran. Donc vous avez pu voir que Khrouchtchev parle de pays voisins. Évidemment, ces 2 pays voisins, c'est les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Et il met en place une théorie, la coexistence pacifique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Khrouchtchev ? Ces pays ne sont pas obligés de s'apprécier. Ces pays ne sont pas obligés d'avoir la même politique. Mais si vous vivez côte à côte sur le même monde, même si vous ne vous plaisez pas, vous n'êtes pas obligé d'être amis avec votre voisin. Les États-Unis et l'URSS ne doivent pas être amis. Parce qu'il n'y a que 2 issues. Même si vous n'êtes pas amis, soit vous faites la guerre, soit vous coexistez pacifiquement. C'est-à-dire, même si sa manière de faire à votre voisin ne vous plaît pas, il n'y a rien d'autre à faire qu'à trouver un terrain d'entente avec lui, car nous n'avons qu'une seule planète. Il le dit bien. Parce que, question 3, si les voisins refusent de s'entendre, on risque la guerre nucléaire. Donc, première de ces phases de détente, on va d'ailleurs mettre en place une ligne directe ensuite entre les 2 États, etc., etc. On va avoir une visite de Khrouchtchev aux États-Unis, la première d'un dirigeant soviétique. Staline n'y est jamais allé. Et on va créer donc la coexistence pacifique. Donc, cette nouvelle doctrine, la coexistence pacifique, est une des premières phases de détente. Elle est proposée par Khrouchtchev lui-même. Les 2 grands sont condamnés à vivre ensemble s'ils ne veulent pas se détruire. Khrouchtchev voyage aux États-Unis. Alors, il découvre le Coca-Cola, plutôt même le Pepsi, qu'il trouve extrêmement bon, mais il n'ose pas trop le dire. Il va même à Disneyland.
Et ce voyage de Khrouchtchev symbolise une phase de détente après la grande offensive de Corée qui était très tendue. Donc vous voyez, hein, toujours une phase de tension et une phase de détente. Et donc vous attendez maintenant à ce qu'à un moment ou un autre, avec la course aux armements, avec la course à la technologie, avec la course au progrès scientifique. Alors les Américains réussissent par exemple les premiers à aller sur la Lune, mais les Soviétiques avaient réussi à envoyer le premier satellite, le fameux Spoutnik, le premier homme dans l'espace avec Yuri Gagarin, etc. Donc vous avez une course dans tous les domaines. Donc les choses commencent à se tendre à nouveau, jusqu'à un moment qui va devenir extrêmement important, l'affaire dite des missiles de Cuba en 1962. Alors ces missiles de Cuba, eux, vous allez voir, avec cette carte, posent un énorme problème. Parce que, autour de deux personnages, le fameux Che Guevara, je vous mettrai des vidéos aussi hein, en lien dans la description, et Fidel Castro, ces deux personnages-là, vont mettre en place la transformation d'un pays qui était dictatorial avant, le pays de Cuba, en un pays communiste. Et regardez où se trouve Cuba. Nous sommes à quelques encablures de la Floride. Donc pour la première fois, les Américains sont à portée de rayon d'action des missiles cubains. Ça veut dire que s'il y a des missiles qui sont là, à cette époque, avec les capacités de l'époque, on peut atteindre pratiquement la ville de Washington. Ça fait extrêmement peur aux Américains. Donc ces Cubains soviétiques, ces Cubains communistes, vous vous en doutez, gros problème. D'un côté, les Soviétiques, comme par hasard, font arriver des bateaux. Et les Américains, avec à l'époque le président John Fitzgerald Kennedy, se doutent peut-être que c'est pour y amener des missiles. Parce que des satellites américains ont vu ce qui se passait à Cuba. Ils ont vu des rampes de lancement de missiles secrets. Vous verrez ça dans le document vidéo que je vous mets en lien. Donc à partir de là, les Américains ont très très peur. Et John Fitzgerald Kennedy ordonne que les bateaux fassent demi-tour. Et les Américains commencent un blocus. Ils bloquent la zone maritime. Alors, ça va continuer d'ailleurs tout le long jusqu'à en fait, la présidence Obama. Et le blocus est plus ou moins revenu d'ailleurs avec l'actuel président Trump. Il y avait une petite détente avec Obama. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Donc vous avez un blocus américain. Les cargos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, est-ce qu'ils ont bien les missiles dedans? Est-ce qu'ils n'y sont pas? Les Américains ne savent pas. Ils demandent l'arrêt. Et Khrouchtchev, au dernier moment, alors que tout le monde se préparait dans ces cas-là à ce qu'il y ait une offensive, peut-être même une offensive nucléaire, que les armées étaient en train de se regrouper aux États-Unis, que les Soviétiques avaient déposé plainte à l'ONU, etc., etc. Ouf, les bateaux font demi-tour. Et on n'ose pas aller jusqu'à Cuba avec les missiles pour mettre en place ces missiles cubains. On crée même à ce moment-là le téléphone rouge, une ligne directe qui va relier le chef d'État soviétique et le président américain pour qu'ils puissent parler et ne pas avoir de montée de tension aussi forte que celle-ci. Parce que là, on n'est pas passé loin du troisième conflit mondial. Ça, c'est la deuxième période. Celle de l'affaire des missiles de Cuba, la deuxième période de conflit. Donc Fidel Castro, communiste, s'empare du pouvoir à Cuba en 1959. Khrouchtchev installe des missiles nucléaires pointés vers les États-Unis. En tout cas, il les fait venir. John Fitzgerald Kennedy menace l'URSS d'une guerre. Khrouchtchev retire les missiles. Et tout de suite, la détente donc. Le téléphone rouge va lier la Maison-Blanche et le Kremlin et on va se rendre compte qu'il faudrait peut-être limiter la fabrication d'armes nucléaires. Tout le monde en a énormément, ça commence à faire peur. Et le fait d'avoir ces armes va même tellement faire peur aux États-Unis qu'à un moment donné, Kennedy demande à ce que les armes ne soient jamais stockées sur le sol, tout le temps en mouvement, tout le temps dans les avions, qu'on ne sache pas où elles sont. Le problème, c'est qu'un missile nucléaire tombe à côté de New York sur plusieurs dispositifs qui l'empêchaient de se détruire, tous échouent sauf un. Donc là, Khrouchtchev met tous les missiles au sol et c'est une raison de plus pour aller vers la détente et la limitation de la fabrication d'armes nucléaires. C'est ce qu'on appelle les accords SALT I. Texte 2. Regardez bien et dites-moi à quoi correspondent les 3 questions que l'on peut se poser sur les accords SALT I. Je vous retrouve juste après. Alors, vous avez regardé, les accords SALT I, c'est un vrai signe de
détente entre USA et URSS. Tiens, j'ai fait une faute de frappe, au moins ça vous prouvera que j'ai fait les documents moi-même. Donc, ces accords de désarmement SALT I qui sont signés à Moscou, ils servent à éviter que l'on fabrique trop d'armes. On gèle les missiles stratégiques, ceux qui existent déjà, ceux qui sont en construction. Les missiles stratégiques, c'est les missiles nucléaires à longue portée. Le but, c'est d'éviter l'holocauste nucléaire, c'est d'éviter la course aux armements, parce qu'en plus, ça coûte très très cher. Et notamment pour les soviétiques, qui sont une dictature beaucoup plus pauvre que les Américains, c'est hors de prix. Ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à construire autant. Donc ça les arrange que tout le monde, vraiment, calme le jeu en matière nucléaire. Donc c'est aussi un signe de détente, là. Les missiles vont être gelés, moins seront construits, on n'a pas besoin d'autant d'armement nucléaire. Et ça paye pas de mine avec les accords d'Helsinki. En plus, l'URSS promet le respect des droits de l'homme, elle le fait pas, mais elle le promet. Tout le monde fait semblant de se dire que ça va être très bien comme ça, et les choses se détendent. Sauf que, pendant cette même détente, ça ne force pas tous les conflits à s'arrêter. Le plus connu de la guerre froide a lieu pendant cette phase de détente, de 64 à 74, la guerre dite du Vietnam. C'est à peu près une réplique de la guerre de Corée. Vous avez le Nord-Vietnam, avec des Viet Cong qui, sous Ho Chi Minh et ses successeurs, veulent devenir soviétiques communistes, et qui sont aidés par l'Union soviétique. Et de l'autre côté, vous avez le Vietnam du Sud, qui est aidé par les Américains. Donc, les États-Unis, pour eux, c'est un conflit particulier. C'est pour ça que beaucoup de films américains en parlent, c'est pour ça que Rambo, le premier, en parle, etc. Apocalypse Now, plein d'autres films. C'est le premier conflit qui va être un échec américain. Un échec qui va être dû même à la propre volonté des Américains, notamment de ceux qui vont devenir dans les années 70 plus pacifistes, d'éviter justement le conflit. Donc qu'est-ce qui va amener ce conflit à être un échec ? Vous allez voir une image qui a eu son rôle. Le journalisme va l'amener aussi. Voilà une photo qui va remettre en cause l'intervention américaine au Vietnam. C'est une photo de ce qu'on appelle l'offensive de Noël 72. L'armée américaine va utiliser des armes. Et pendant Noël 72, d'ailleurs, des journalistes américains vont prendre des images, regardez, d'enfants fuyant leur village bombardés au napalm. Le napalm, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de carburant, de polystyrène, qui crée des feux qu'on n'arrive pas à empêcher. Ces feux, on ne peut pas les éteindre. D'ailleurs, l'utilisation a été interdite en 1980 par l'ONU envers les civils. En même temps, c'est des feux qui asphyxient, puisque le polystyrène qu'il y a dans le napalm forme par un procédé chimique une pellicule de plastique qui recouvre votre peau et vous empêche de respirer. Donc c'est une arme absolument affreuse, vous le verrez notamment dans les vidéos que je vous mets en lien, et qui va faire un tollé en Amérique. John Lennon, par exemple, fait Imagine. C'est par rapport aussi à la réponse à la guerre au Vietnam. Il va faire certaines conférences de presse, célèbre notamment une dans son lit avec sa femme Yoko Ono, contre cette guerre au Vietnam. Donc vous allez avoir beaucoup d'Américains eux-mêmes qui vont demander l'arrêt de cette guerre. Et les Américains n'arrivent pas à empêcher le nord du pays de devenir communiste et vont devoir quitter le Vietnam sans avoir gagné. Première défaite américaine au XXe siècle. Donc à partir de là, une défaite qui va beaucoup rester dans l'inconscient collectif américain. D'où l'utilisation de ce contexte par Hollywood aussi fortement. C'est donc la guerre du Vietnam, l'échec des États-Unis, l'usage du napalm, etc. Ensuite, on continue dans le registre de la tension, puisque l'URSS va envahir l'Afghanistan en 1979 jusqu'en 1988 d'ailleurs. Pour Ronald Reagan, qui est le président américain à cette époque-là, on a des mots très durs contre l'URSS. L'URSS, c'est l'empire du mal. Donc les Américains déploient des missiles américains en Europe, pointés vers l'Union soviétique, mettent en place même un programme de défense spatiale par armes laser qu'ils appellent Star Wars, comme le film Star Wars. La guerre des étoiles. On met en place toute la technologie et la puissance américaine, notamment la puissance économique américaine, pour justement montrer que le soviétisme n'a pas de prise sur la volonté américaine de gagner cette guerre froide. Et il faut attendre 1985 pour que les choses changent. Vous le verrez aussi dans différents documents vidéo que je vous mets en lien, avec l'arrivée au pouvoir en Union soviétique
de quelqu'un qui veut la démocratie pour la première fois. Ce quelqu'un, c'est Mikhail, donc Michel en français, Gorbatchev, vous verrez parfois Gorbatchev ou Gorbatchev, c'est évidemment le même personnage. Donc Gorbatchev, lui, c'est un dirigeant politique sur lequel vous avez une fiche que je vous ai fait complète, cette fiche-ci, sur la chute du bloc soviétique et de l'URSS. Donc côté droit, regardez, vous allez pouvoir voir comment s'organise Mikhail Gorbatchev avec notamment un certain nombre de questions. Première chose. Voilà. Donc Gorbatchev met en place plusieurs réformes. Regardez exactement ce qu'il en est. C'était l'autre bouton. Regardez ce qu'il en est justement et on revient juste après avec nos 3 questions. Alors, maintenant que vous avez regardé les 3 questions, quel est le but des réformes de Gorbatchev ? Comme vous avez vu, permettre le retour de la démocratie dans son pays. C'est ça le but premier de Gorbatchev. Donc à partir de là, ces réformes, elles sont démocratiques. Il ne veut plus de dictature en URSS et il veut une ouverture économique parce que les gens sont pauvres et opprimés. Mais il reste membre d'un parti que vous connaissez et qu'on va mettre en rouge forcément, le Parti communiste. Il en devient d'ailleurs le secrétaire général pour imposer cette politique de réforme. Alors qui s'oppose à Gorbatchev ? Les conservateurs, ceux qui veulent conserver une URSS dictatoriale telle qu'elle. Donc il va avoir beaucoup d'ennemis, Gorbatchev, mais aussi d'autres qui veulent que ça aille plus vite et plus loin, notamment la population. Non, à ce moment-là, peut plus. Donc à partir de 1985, Gorbatchev va essayer de mettre en place 2 types de réformes différentes, que l'on va appeler glasnost et perestroïka. Alors, regardons exactement ce qu'il met en place. Alors, dans ce texte, qui est en fait le texte de démission de Gorbatchev, on verra exactement pourquoi il doit démissionner, on va se poser donc 3 questions, les questions 4, 5, 6. Regardez-les, on revient donc juste après. Alors, vous avez vu, Gorbatchev met en place des réformes démocratiques. Alors, quelles sont les réformes de Gorbatchev qui mettent en place plus de démocratie ? Première chose, liquidation du système totalitaire. Donc, plus de dictature totalitaire. Comment fait-il ? Il met en place des élections libres. La presse est libre de dire ce qu'elle veut. On a le droit d'avoir une religion, les églises sont rouvertes, elles avaient été fermées avec le communisme. On a des organes de pouvoir vraiment représentatifs puisque les élections sont libres. Et surtout, le multipartisme. Il n'existe plus qu'un seul parti. Rappelez-vous, un seul parti, c'est un signe évident de dictature. Il y a plusieurs partis, le parti soviétique communiste n'est plus le seul. Deuxième chose, il y a des réformes qui apportent cette fois-ci plus de capitalisme, de propriété privée, pour que le pays soit moins pauvre. Il le dit, l'égalité de toutes les formes de propriété. Propriété publique, avec le communisme, et propriété, donc, privée. Une économie, donc, multiforme. Une ouverture vers le capitalisme. Par contre, est-ce qu'il voulait supprimer l'Union soviétique ? Non. Vous l'avez vu, il est obligé à ce moment-là de mettre fin à ses fonctions de président de l'Union soviétique. Alors pourquoi ? Parce que lui, il veut l'autonomie, l'indépendance des peuples, mais il ne voulait pas le démembrement du pays et la dislocation de l'État. C'est-à-dire qu'il voulait que l'Union soviétique continue à exister. Donc, le jour de Noël 1991, on étudiera après pourquoi, il va être obligé de démissionner. Donc voilà, ça c'est la 3e grande période de détente, celle de la glasnost et de la perestroïka mise en place par Gorbatchev. D'ailleurs, Gorbatchev, en s'adressant à Ronald Reagan, président américain en 1988, montre bien qu'il veut un rapprochement des 2 peuples, américains et soviétiques. Donc, document 3 ici. C'est Gorbatchev lui-même, dans un discours qu'il met en place, qui va nous permet de nous poser 4 questions. Alors le voyez Gorbatchev, très facilement reconnaissable à la tache qu'il a sur le front, tache de naissance. Alors, regardons maintenant les 4 questions que Gorbatchev se pose. On revient juste après. Alors vous avez vu,
Les deux pays dont Gorbatchev parle, évidemment, c'est USA, URSS. Les accords passés par les deux grands pays pour le désarmement, c'est réduire de 50% les armes stratégiques, donc détruire des missiles nucléaires. Son but, lui, et il le voit, c'est que l'URSS qui est exsangue, qui n'arrive plus du tout à s'en sortir financièrement, puisse ne plus avoir besoin de payer autant pour des armements nucléaires et pour leur maintien. Élimination des armes chimiques, réduction des forces armées, bref, moins d'armes. Ils doivent aussi s'entendre sur l'amélioration notamment de relations économiques internationales, encourager le développement, victoire sur la misère, la pauvreté, les épidémies. Eh bien oui, puisque son pays lui-même, il le sent, est très pauvre, à cause justement des conséquences du communisme dictatorial. Donc Gorbatchev, ces deux politiques peuvent être résumées par deux noms qu'elle porte à partir de là, la perestroïka et la glasnost. Donc il signe le traité de désarmement de Washington, il retire les troupes soviétiques d'Afghanistan jusqu'en 1989. Et deuxième fiche, vous avez également le résumé des choses qu'on a vues du côté gauche avec la correction des petites questions. Plus de démocratie avec le multipartisme, vous pouvez appeler ça la glasnost. Et le développement de la propriété privée, vous pouvez appeler ça la perestroïka avec la mise en place du capitalisme mélangé au communisme. Et ben voilà, nous sommes à ce moment-là en 1989 et les choses vont s'accélérer. S'accélérer pourquoi ? Puisque à ce moment, le peuple n'en peut plus. Vous le verrez aussi dans les documents vidéo que je vous mettrai à ce sujet-là. Et le peuple qui n'en peut le plus, c'est l'Allemagne, notamment l'Allemagne de l'Est. Séparée avec le mur de Berlin et le rideau de fer de l'Allemagne de l'Ouest depuis trop longtemps. Comme Gorbatchev est un démocrate, on sait qu'on peut aller plus loin contre lui. On peut le critiquer. On a le droit maintenant. Alors, en 1989, suite à toutes ces critiques, il y a la chute du mur de Berlin. La population berlinoise, lors d'une soirée mémorable, va passer le mur. Et Gorbatchev dit « Ne faites rien » à son armée. Il ne veut pas qu'on tire. C'est un démocrate. Donc le 9 novembre 1989, moment extrêmement important, chute du mur de Berlin. C'en est fini à ce moment-là de ce mur et de cette séparation en deux de l'Allemagne, puisque dès 1990, l'Allemagne va se réunifier. L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest vont à nouveau être unies et ce fameux rideau de fer qui séparait les deux n'existera à cet endroit-là plus. Et c'est la porte ouverte à ce moment-là. C'est la porte ouverte à toutes les autres républiques qui composaient l'URSS, puisque l'Union soviétique est composée d'une république importante, la Russie, mais de plein d'autres. Et puis vous aviez plein de pays satellites. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Allemagne de l'Est, évidemment. Donc tous ces pays-là vont vouloir leur indépendance. Et finalement, en 1991, c'en est fini. L'URSS éclate en 15 pays, le plus vaste étant la Russie, et Gorbatchev doit démissionner. Et ben voilà l'ensemble de tous les événements qui ont lieu et qui composent notre guerre froide. L'URSS est affaiblie économiquement, elle n'existe plus politiquement. Les États-Unis deviennent la seule superpuissance et les vainqueurs de la guerre froide. Donc la guerre froide, c'est 1947-1991. Et c'est une guerre, finalement, qui n'a pas eu de conflit militaire armé entre les deux puissances qui l'ont faite, mais c'est tout de même un moment qui a signifié, pour les Américains, l'apogée de leur puissance à partir de 1991, justement. Donc tout ce que nous avons vu ici, voilà, avec cette dernière chose-là, pour vous montrer le mur de Berlin, en bas à droite de cette feuille-ci. Donc voilà une des photos. Vous allez voir aussi les documents vidéo que je vous ai mis en lien, évidemment. La destruction du mur de Berlin. La destruction, du mur de Berlin. Donc novembre 89, vous pouvez voir, l'armée ne fait rien. Ici, vous êtes du côté ouest, puisque le mur était tagué. Du côté est, on ne pouvait pas taguer le mur. Si vous vous approchiez, ça aurait posé d'énormes problèmes, jusqu'à ce que l'on vous fusille avec des miradors. Vous verrez tout ça dans les documents. Et on va avoir des gens qui vont aller du côté ouest et du côté est, clairement visible ici.
Donc enfin, les Allemands vont, notamment les Berlinois, mais aussi les Allemands de l'Est et de l'Ouest, vont pouvoir se retrouver. Et bien voilà qui clôt notre étude de la guerre froide. Finalement, on aura eu besoin de 2 vidéos. Première chose, vous avez vu, étude donc de la création de la guerre froide avec la crise de Berlin, avec les 2 doctrines et la naissance des 2 blocs. Deuxième chose, étude de l'organisation différenciée entre conflit et détente. Troisième chose, la chute du bloc soviétique et de l'URSS, avec notamment l'arrivée au pouvoir de notre fameux Mikhaïl Gorbatchev. Voilà. Alors au niveau troisième, notre premier grand chapitre post-1945 est maintenant terminé. Il nous faudra donc étudier ensuite comment s'organise une autre de ces nouveautés de l'après-Deuxième Guerre mondiale, la volonté des pays qui étaient récupérés en tant que possession par l'Europe en tant que colonie, de s'émanciper des colonisations européennes, ce que nous appelons la décolonisation. Ce sera très certainement le sujet de la fin de semaine, début de semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vois que mon éclairage est absolument affreux, il faudra que je change un petit peu ça, mais c'est le nouveau setup, donc on va faire les choses au fur et à mesure. Je vous mets les documents évidemment en vidéo. Je réfléchis aussi à une manière de, avec peut-être des QCM faits informatiquement, d'avoir un retour sur tout ce que nous disons ensemble. Et puis surtout, je vous dis, portez-vous bien. Une très bonne soirée à tous.